La vie nomade en van ou en camping-car, c'est une forme de liberté évidente. Mais c'est aussi une réelle dépendance à certaines choses, notamment l'énergie. On en a besoin pour alimenter le moteur et rouler, pour faire fonctionner le chauffage au gaz ou au gasoil, pour chauffer l'eau de la douche, pour cuisiner et pour bien d'autres choses. Pour un aménagement comme le mien, qui n'utilise pas de gaz, la dépendance à l'électricité est importante. Elle est en partie compensée par l'absence de dépendance au gaz, qui dans certains endroits est délicate, mais elle doit être absolument prise en compte pour éviter des situations délicates. Les possibilités de recharge de nos batteries ne sont pas infinies. Il y en a essentiellement trois: le photovoltaïque, l'alternateur et le branchement au réseau. Là où les bateaux, par exemple, vont pouvoir utiliser l'énergie éolienne en plus, qui est un apport majeur. Oui, je sais, les puristes me parleront de la pile à combustible et autres systèmes marginaux, qui portent d'ailleurs bien leur nom puisqu'ils sont totalement marginaux. On va donc rester sur ces trois sources de recharge. Mais ces trois sources ne sont pas toujours disponibles. Il peut faire une météo de chien, donc pas de solaire. Si on ne roule pas, on n'a pas de recharge par l'alternateur. Et sans prise au réseau où on est garé, pas de recharge par le chargeur de 130 volts. Vous allez me dire, ok, mais bon, tout ça, ça n'arrive pas en même temps. Eh bien en fait, le principe est justement de se dire que ça pourrait arriver et qu'il est donc nécessaire de s'y préparer. Et d'ailleurs, ça l'a été pour moi. Je me suis retrouvé en pleine nuit polaire, en panne de moteur, sur un parking sans prise au réseau. Ne pas pouvoir recharger, ça peut parfois générer d'énormes problèmes. Plus de chauffage, plus d'accès téléphone internet, plus de pompe à eau, et en plus le risque d'endommager gravement les batteries à cause d'une décharge trop profonde. Et lorsqu'on vit à bord de son véhicule, ou que l'on effectue de longs road trips avec, il est absolument nécessaire d'anticiper ce risque. C'est pourquoi, dès le début, j'ai opté pour l'achat d'un petit groupe électrogène que je n'emporte qu'en hiver, mon système photovoltaïque ne me posant aucun problème en été ou en mi-saison. Je vais donc vous faire un retour d'expérience de ce petit groupe électrogène après 2 ans d'utilisation. Comme toujours, un petit disclaimer pour éviter tous les malentendus. J'ai acheté ce groupe sur Amazon et je n'ai aucun accord commercial avec le constructeur. Vous trouverez en description un lien affilié vers ce produit. Voilà, maintenant qu'on est au clair là-dessus, faisons un peu le tour de ce groupe électrogène de la marque Avolt. Alors ça pèse entre 12 et 13 kg, 12 kg 8, si mes souvenirs sont bons. Donc ça pèse un peu, mais ça reste quand même raisonnable pour un appareil de ce genre-là, hein. Faut pas se cacher. En termes d'encombrement, il est ni gros ni petit. J'avais un 2 kg dans le bateau, un groupe Honda 2 kg, qui était un peu plus haut que celui-là, mais qui avait grosso modo le même encombrement, donc il n'y a pas beaucoup plus. Alors on voit, c'est un 1400 watts en puissance max et c'est un 1100 watts en puissance continue. Alors il est important de comprendre que pour se servir d'un tel appareil pour recharger les batteries dans un camping-car ou un fourgon aménagé, alors je vais parler de 12 volts, hein, il va falloir régler votre chargeur 230, votre chargeur réseau, de manière à ce qu'il ne tire pas plus de, on va dire, 4 ampères à 4 ampères et demi max. Moi personnellement, je règle mon Victron Multiplus sur 4 ampères et demi, ce qui me permet d'avoir une recharge autour de 70 ampères à peu près. D'accord, voilà. Donc c'est largement suffisant pour récupérer quand même de quoi continuer à vivre, hein. Donc vraiment important, n'oubliez pas que si vous ne réglez pas votre chargeur, il va tirer tout ce qu'il peut tirer dessus et du coup ça va mettre à mal votre moteur, il va s'étouffer et il va s'arrêter. Donc ça c'est vraiment un élément important. Alors, autre particularité de ce groupe, c'est un groupe 4 temps. Ça veut dire que le graissage, donc l'huile, est séparée. Sur un groupe de temps, on va mettre du mélange, un mélange entre de l'essence et de l'huile, alors que sur ce groupe-là, on va mettre de l'huile dans un réservoir dédié. Pour le faire, il suffit de dévisser cette vis et vous avez accès au bouchon d'huile ici. De manière générale, vérifiez systématiquement l'huile avant de démarrer, notamment si vous avez fait un long trajet avec votre véhicule, parce que l'huile, elle va pouvoir sortir un petit peu, bouger, voilà. Donc à vérifier de manière quasi systématique. L'utilisation est vraiment extrêmement simple. On a d'abord un panneau électrique qui est ici. Alors ici, vous avez le bouton de mise en route, c'est un petit peu comme le contact pour une voiture, d'accord? Si c'est sur 0, vous pourrez tirer le lanceur, ça ne démarrera jamais. Ici, vous avez le mode tortue ou le mode lapin. Alors ça permet de le faire tourner plus vite ou moins vite. Globalement, on peut dire que c'est l'intensité qui va être tirée sur la prise qui va déterminer la vitesse de rotation du moteur. L'avantage de le laisser en mode rapide, c'est que même si vous avez une baisse de tension appelée par votre chargeur, il va maintenir sa vitesse de rotation en tours minutes, ce qui va permettre quand même d'avoir une onde sinusoïdale de meilleure qualité. On y reviendra un petit peu après. Ici, vous avez les ports USB. Moi, je ne m'en sers pas.
Là, vous avez le fusible. Là, vous avez une sortie 12 volts. Donc c'est pareil, hein, je ne m'en sers pas. Hop, je peux la boucher. Là, vous avez une sortie pour recharger vos batteries. Là, vous avez la connexion d'un piquet de mise à la terre. C'est relativement important. Alors, quand vous l'utilisez 5 minutes, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous l'utilisez au-delà, vous pouvez le mettre à la terre. Moi, j'utilise une sardine de camping que je plante dans le sol avec un petit câble, et puis voilà. Là, vous avez la prise de 130 volts. Ici, vous avez le compteur d'heure. Ici, vous avez l'alerte huile, l'alerte trop grosse intensité appelée. Et ici, le fait que votre génératrice fonctionne. Sur la partie avant, il y a le bouchon pour remettre l'essence. Donc, c'est de l'essence sans plomb, hein. C'est 1,5 €. Vous pouvez donc l'utiliser dans les ZFE. Ouais, ok, je blague un peu, mais c'était pour le plaisir. Alors là, ici, ce robinet-là, ce bouton, c'est un robinet. En fait, c'est le robinet d'essence. C'est pas très clair, en fait. Et il a fallu que je lise la doc pour comprendre ce que c'était. C'est le robinet d'essence. Moi, au début, je pensais que c'était la mise en route de la génératrice. Et donc, je démarrais en mode off pour qu'il démarre facilement. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'essence qui arrivait. Donc ça, c'est bien le robinet d'essence. Donc, n'oubliez pas l'ouvrir avant de démarrer. Vous avez le starter. Et enfin, vous avez la poignée pour le lanceur. Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, j'ai branché cette rallonge sur ma prise P17. Je la laisse ici, je la laisse en attente. Ne jamais brancher votre prise sur le groupe électrogène avant qu'il ait démarré, parce que si vous le faites, vous allez avoir beaucoup de difficultés à démarrer. Donc on remet le contact, on se remet en mode lapin, tout est bon. Je remets un tout petit peu le starter, l'inverteur est bon et on démarre. Voilà, ça part de suite. C'est normal, il fait toujours ça. Il démarre très bien. Donc on va le laisser une trentaine de secondes. Ensuite, on va passer en mode rapide et on va brancher la prise. Et on va regarder ce qui se passe sur l'application Victron. Voilà. On le met en mode rapide et on se branche sur la prise. Alors, j'ai pas mis de piquet de terre, mais pour la démo de quelques minutes, c'est pas forcément nécessaire. Alors, première chose, on va regarder si le chargeur Victron est bien configuré. Donc, on lance l'application Victron. On va sur le chargeur. Entrée CA 6 ampères. Donc, ça, c'est quand j'étais dans une aire. Donc, du coup, je vais la baisser. Je vais la mettre à 4 ampères. Ok. Voilà. Donc là, j'ai limité l'intensité de mon chargeur à 4 ampères. Ce qui veut dire qu'il ne tirera jamais plus que 800, 900 watts, on va dire à peu près, 900, 950. Donc on voit, on a 820 watts de charge et on a 52 ampères qui rentrent dans la batterie. C'est tout simplement parce que j'ai mon frigo qui tourne, mon antenne Starlink, donc j'ai des consommateurs, hein. Mais vous voyez, avec mes consommateurs, je suis à 50 ampères. Je serais pas loin de 70 si j'avais pas de consommateur. Donc ça permet quand même de vraiment plutôt pas mal marcher. Vous voyez, si on regarde ici, on voit que la puissance est à peu près constante. Entre 800, ça descend un petit peu des fois, voilà, 790. Mais globalement, on est plutôt autour de 830. Et vous voyez, la fréquence est plutôt pas mauvaise, hein. 50,1, 50,2, 50,4. Dans les notifications de ce groupe électrogène, il donne 3% d'écart sur la fréquence. Donc ça veut dire 1 Hz et demi à peu près, donc ça va de 48,5 à 51,5 Hz. Alors c'est pas du pur sinus, hein, clairement, mais c'est largement bon pour un chargeur de 130 volts de bonne qualité comme le Victron par exemple, sans aucun problème. Donc voilà, vous voyez, ça marche bien, ça charge, facile à mettre en œuvre, hein. Franchement, très très simple, pas très lourd, pas très encombrant, pas très cher, on va le voir à la fin. Pour moi, c'est un appareil incontournable. Donc maintenant, on va faire un petit test de bruit. Je vais me mettre à 1 mètre. Alors j'ai une petite application, là vous voyez, décibels. Alors, c'est pas tip top, hein, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc je me mets à 1 mètre.
Voilà, à 1 mètre, j'ai environ 92-93 décibels. Je vais me mettre à 5 mètres. Là, on descend à 85-86 décibels. Et je vais me mettre à 10 mètres. Et là, on est toujours autour de 90 décibels, mais tout simplement parce que j'ai une cascade à côté. Donc regardez, si je me mets face à la cascade elle est à 80, entre 80 et 90 décibels. Donc ça, en tout cas d'ici, je vous coupe la limitation du bruit. C'est le même bruit, la cascade et le groupe électrogène. Franchement, il n'y a pas plus de bruit d'un côté que de l'autre. Donc si vous avez une longue rallonge d'une vingtaine de mètres, par exemple un enrouleur, vous le descendez, vous l'amenez à 20 mètres de votre fourgon si vous êtes dans la nature et vous l'entendrez quasiment plus. Hein. Franchement, là ici, typiquement, si je sors mon gros touret et que je mène le groupe en bas là-bas, au niveau de l'arbre là-bas, franchement, à l'intérieur, je l'entends vraiment quasiment plus. Donc ça reste une bonne solution. Alors c'est une solution de secours, on est bien d'accord. Hein. Vous ne pouvez pas mettre toute votre stratégie de recharge électrique sur un appareil comme ça, parce que ça reste un truc chinois qui peut tomber en panne. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'il ne faudrait pas le faire. Mais en termes de sécurité, de secours, c'est vraiment un bon appareil. Moi, il m'a sorti vraiment de situations très délicates à plusieurs reprises. Et voilà quoi, je suis très content de l'avoir et j'ai aucune rien qui fait que j'aurais envie de m'en passer, de ne pas le prendre en tout cas pour un road trip en hiver. Alors, une fois qu'on a fini, comment on fait? C'est facile, hein, on vient ici, on débranche la prise, voilà, on le met au ralenti. Alors moi ce que je fais et ce que je vous conseille de faire, c'est vous venez ici et vous fermez le robinet d'essence. Et vous le laissez tourner. Ça va permettre de consommer l'essence qu'il y a dans le carburateur et donc d'éviter qu'elle sorte en fait. Alors ça va vous faire tirer 2, 3 ou 4 fois sur le lanceur pour le mettre en route la prochaine fois, parce qu'il faudra qu'il réamorce le carbu. Mais par contre vous aurez plus d'essence et de carburant qui traînent à un endroit où ça pourrait couler lorsque vous prenez une bosse, lorsque vous êtes en virage, que la route est un peu défoncée ou quoi que ce soit. Donc franchement, je vous conseille de faire ça. Vous fermez le robinet d'essence et vous attendez qu'il s'arrête. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que vous n'aurez plus d'essence dans le carbu et tout va redémarrer. Voilà, il commence à s'étouffer doucement et il va s'arrêter. Alors en attendant qu'il s'arrête, on va parler un petit peu de consommation. Il a un réservoir de 2,5 litres de carburant à plein régime, comptez 2 heures à 2 heures et demie à peu près. Il va consommer 1 litre par heure. Si ni peu ni beaucoup, c'est conforme à peu près ce qui se fait habituellement. Alors il est donné pour 8 heures à 25% de sa puissance, mais on ne l'utilise jamais, ça n'a aucun sens. Puis on ne va pas sortir un groupe électrogène pour charger un téléphone. Donc nous on va l'utiliser pour charger nos batteries, et pour charger nos batteries il va tourner à 100%, et à 100% il va tenir 2 heures, 2 heures et demie, grand max. Voilà. Bon, sachant qu'en 2 heures et demie, il est capable, je vous ai montré tout à l'heure, il va fournir à peu près 65-70 ampères. Donc en 2 heures et demie, il va vous fournir quasiment 200 ampères heure. C'est bien quoi, avec 2,5 litres, 200 ampères heure, c'est plutôt pas mal. Moi, chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai tiré 80-90 ampères heure pour me remettre à peu près à flot. Donc vous voyez, avec un petit jerrycan comme ça, vous avez 10 bonnes heures d'utilisation de votre groupe électrogène. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, il vient de s'arrêter. Donc c'est parfait, il est arrêté, il n'y a plus de carburant dans le carbu. Donc je peux maintenant le mettre en mode arrêt. Donc on vient arrêter ici. Là, on n'a rien à toucher. Le robinet d'essence est fermé. Le starter est bon, tout est bon. On peut le stocker dans la soute. Voilà, vous savez tout.
Comme toujours, c'est bien entendu à vous seul de décider si vous pourriez avoir besoin ou pas d'un tel appareil. À titre personnel, il m'a sorti de plusieurs situations délicates en Laponie et en Turquie, et il ne me viendrait absolument pas à l'idée de partir sans lui pour un long road trip en hiver. Sans compter le confort psychologique de savoir qu'on pourra avoir de l'électricité quoi qu'il arrive, même dans la pire situation. Et en attendant, si vous voulez savoir quelles sont les applications que j'utilise le plus dans le cadre de ma vie nomade, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la prochaine, ciao!